France Bleu, spéciale élection départementale. Bonsoir à tous et bonsoir à vous Thomas Mankowski. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef des éditions Sud-Ouest de la Charente-Maritime et vous allez m'épauler dans ce débat qui est donc 100% féminin. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Véronique Ablin-Drapron, vous avez 42 ans, candidate à Saintes pour la majorité sortante de droite et du centre droit. Vous êtes conseillère en ressources humaines et on vous connaît depuis un an comme communicante en chef de la mairie de Saintes, dont votre mari Bruno Drapron est le maire. Karine Dupraz, vous êtes candidate à Maran et à la présidence du département pour le groupe de gauche départemental au cœur des solidarités, adoubé notamment par le sénateur socialiste Michael Vallée qui conduisait jusque-là l'opposition départementale. Vous avez 50 ans. Vous êtes prof d'histoire géo et vous êtes la seule élue sortante autour de la table. Isabelle Flamand, vous êtes candidate à Rochefort pour cette liste mêlant notamment Europe Écologie Les Verts et le parti Génération dont vous êtes adhérente. Cap vers un avenir écologique et solidaire, c'est le nom de votre équipe. Vous avez 48 ans, vous êtes également prof d'histoire géo, mais vous êtes aussi une écrivaine prolifique, versée notamment dans la fiction. Et puis Séverine Verbroek, candidate à la Tremblade pour le Rassemblement National, que vous dirigez en Charente-Maritime. À 50 ans, vous êtes la patronne d'une imprimerie sur l'île d'Oléron, célèbre notamment pour l'impression de la propagande électorale de très nombreux candidats. Pas d'hommes autour de la table, on va y voir le symbole de la progression de la parité en politique. Toutes les quatre, vous représentez en tout cas les principales tendances politiques du département, les groupes qui ont positionné le plus de candidats dans les 27 cantons de Charente-Maritime. Et de toute façon, on ne pouvait pas inviter 112 binômes engagés, dont beaucoup ont déjà pu s'exprimer à la fois sur France Bleu et dans les pages de Sud-Ouest. Avec vous, Thomas Mankowski, on va tenter en une petite heure de balayer des sujets importants au cœur des compétences du département, une institution qu'on va essayer de faire un peu mieux connaître. France Bleu, spéciale élection départementale. En Charente-Maritime, on ne connaît pas forcément le rôle du département, mais on connaît sans doute son président qui, à 68 ans, prend sa retraite après une vie politique intense. On parle de Dominique Bussereau, Thomas Mankowski. Oui, Dominique Bussereau s'apprête à fermer un chapitre important de sa vie politique puisqu'il a décidé de ne plus se présenter à une élection. Il s'apprête à quitter ses fonctions avec la satisfaction de laisser une collectivité saine financièrement. On porte à son crédit sa méthode, son souci de travailler avec tous les élus. Il part avec le regret que le projet d'A831 n'ait pas avancé, même s'il voit là un échec collectif plus que personnel. Karine Dupraz, vous qui êtes la seule ici à avoir siégé au conseil départemental entre 2015 et 2021, que retenez-vous des années Bussereau ? Alors, des années Bussereau, moi je parlerai plutôt de la majorité départementale sortante. Un certain nombre de plans d'engagement que nous avons aussi votés. Je pense notamment au plan santé, au plan digue que nous avons soutenu. La culture du consensus au département. Oui, la culture du consensus, mais sur un certain nombre de sujets, des différents, notamment en matière d'action sociale. Et puis nous, ce que l'on regrette un petit peu, c'est un manque de souffle, un manque de vision. Notamment, on aurait bien aimé travailler sur davantage de projets structurants avec, en définitive, quelle vision pour la Charente-Maritime à horizon 2050, avec notamment des enjeux très forts en matière de transition écologique. Dieu sait si je suis intervenue titiller Dominique Bussereau et la majorité départementale sur ces thèmes. Alors c'est vrai qu'il y a un projet, un schéma de développement durable, mais là aussi on souhaiterait des choses un peu plus ambitieuses. Véronique Ablin-Drapron, ça va être à vous de défendre ce bilan, même si vous n'étiez pas dans l'Assemblée sortante, mais c'est vous qui avez été choisi pour représenter cette majorité de droite et du centre droit. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à Karine Dupraz ? Alors d'abord, c'est pas une majorité de droite et du centre droit, c'est une majorité beaucoup plus large que ça. La majorité est sans étiquette. Notre parti, c'est Charente-Maritime. Dominique Bussereau l'a toujours dit et on est dans cette lignée. Sur le bilan, d'abord, c'est un bilan fidèle à Dominique Bussereau, c'est-à-dire un bilan solidaire, solide et ouvert. Solidaire parce que, par exemple, de 2015 à 2021, on a augmenté de 20 millions d'euros l'aide à l'enfance, de 22 millions d'euros l'aide aux personnes âgées handicapées. On a voté un plan 750 000 euros pour les étudiants dans le cadre de la crise sanitaire. Solide parce que, vous l'avez rappelé, la solidité financière du département n'est pas à contester aujourd'hui. On a limité les frais de fonctionnement, on a limité la dette, on n'a pas augmenté les impôts depuis 2013. C'est quand même
assez impressionnant pour être dit. La Charente-Maritime est aussi aidée par ces recettes qui sont portées par les transactions immobilières et ce qu'on appelle les droits de mutation. Bien sûr, n'empêche, les charges sociales ont augmenté et il y a un nombre de départements qui ont dû augmenter les impôts. Ce n'est pas notre cas. Le département a continué à investir beaucoup. Alors, on parle, Karine Dupras disait ça manque d'ambition. Je suis désolée, quand on fait un plan digue à la hauteur de celui qui a été fait, quand on fait un plan fibre, c'est quand même un élément d'attractivité, de solidarité, la fibre. Sans fibre, on ne fait pas venir de médecins. Cette fibre, c'est 80 000 heures d'insertion, 12 000 heures de formation pour les bénéficiaires du RSA. Donc, ce n'est pas anecdotique. Et puis, c'est effectivement un bilan ouvert, parce que Dominique Bussereau travaille avec toutes les bonnes volontés, 99% des délibérations votées à l'unanimité. Véronique Ablin-Drapron parlait à l'instant du parti de la Charente-Maritime, Séverine Verbroek du Rassemblement National, un parti dont vous ne faites pas partie, justement. Non, justement, mais quelque part, c'est plutôt un honneur, puisque qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être le parti de Charente-Maritime, quand on voit justement que M. Bussereau actuellement prend la défense de candidats tels que M. Vallée ou tels que M. Ferchaud, avec unique promesse et programme de lutter contre le Rassemblement National. On rappelle Pascal Ferchaud, candidat sur Saujon, il est le maire de Saujon. Voilà, auquel M. Bussereau n'a pas souhaité envoyer de concurrents, tant ils partagent les idées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le parti de Charente-Maritime aujourd'hui ? Des élus plus ou moins macronisés, en voie de macronisation, qui ne sont plus ni de gauche ni de droite. Alors, quel programme ? Donc, nous, dans cette optique-là, la première chose qu'on fera si on arrive au département, ce sera de demander un audit des finances départementales, afin de remettre à plat l'ensemble des dépenses et de vérifier l'une comme l'autre ce que vous avancez, les chiffres que vous avancez. Ça a l'air bien géré, la Charente-Maritime. C'est ce qu'on peut mettre au crédit de Dominique Bussereau. Toutefois, nous, on a 2 points qu'on mettra en avant et qu'on surveillera de très près. C'est l'enveloppe distribuée au MNA, aux mineurs non accompagnés, que nous souhaitons redistribuer sur l'ensemble de l'action sociale, bien entendu. C'est un sujet dont on reparlera quand on évoquera justement le social, principale compétence du département. Voilà, et deuxième priorité, la lutte contre la fraude sociale, qui, on a beau me répéter qu'elle n'existe pas, au niveau national, c'est quand même plusieurs milliards d'euros qui sont... il faut demander les chiffres de la Cour des comptes, mais qui sont dénoncés. Et grâce à cet audit, nous pourrons sortir les chiffres de Charente-Maritime, et je ne doute pas de trouver des sommes importantes. Alors, Isabelle Flamand, à vous de conclure ce premier tour de table. Quel bilan vert pour Dominique Bussereau, qui a longtemps pourfendu ces écolos sectaires, comme il les appelle ? Alors, d'abord, la compétence première du département, je crois que c'est essentiel de le rappeler ici, c'est la solidarité et la cohésion territoriale. Moi, je voudrais faire un focus sur la part qui est consacrée dans le budget de fonctionnement, qui est à peine de la moitié. Et je crois que là, la véritable préoccupation des candidats de gauche écologique et solidaire, c'est de justement revoir cette répartition et d'avoir une véritable ambition sociale. Dominique Bussereau n'avait pas forcément cette fibre sociale, vraiment ? Pas suffisamment. Quand on regarde effectivement les chiffres, alors on peut en annoncer quelques-uns, mais on reviendra après quand on travaillera sur l'action sociale, mais c'est pas satisfaisant, puisque donc à peine la moitié, quand la moyenne des départements de France c'est 64% consacré à la part du social, et ça peut monter jusqu'à 75%. Donc nous voulons véritablement faire coïncider l'enjeu social avec la compétence du département et le budget qui est consacré. Une réaction rapide, Véronique Ablin-Drapron. Oui, en fait, l'habitude, excusez-moi, mais à chaque fois, pardon, mais vous ne comptez que la dépense de fonctionnement. Or, je suis désolée, quand on investit dans des maisons de santé, d'un point de vue, comment vous faites pour accueillir des collégiens dans des conditions dignes si vous investissez pas dans les collèges ? Comment vous faites pour venir en secours à la population si vous investissez pas dans les casernes ? Donc, il faut rajouter cette somme-là, parce que cette somme-là, elle fait partie des solidarités. On va faire conclure Isabelle Flamand. Reprenez la parole. Mais pour le coup, les maisons de santé, c'est pas une réponse sociale. Moi, je défends plutôt les centres de santé. On aura le temps d'en reparler. Voilà, pour revenir sur le bilan écologique en quelques mots de Dominique Bussereau. Il y a des choses qui ont été faites effectivement, mais c'est toujours un problème de méthode. La montée inéluctable des eaux que l'on a dans notre département, avec un littoral qui est particulièrement exposé, la bétonisation à tout prix n'y répond pas. C'est-à-dire que si on bétonne à un endroit, l'eau passera à un autre. Donc il faut avoir un programme aussi
aussi extrêmement ambitieux par rapport à la préservation des zones humides, entretenir toutes les zones de canaux. Et il y a des choses qui ont été faites, c'est indéniable, mais il faut aller beaucoup plus loin et anticiper sur un projet à long terme pour faire face effectivement à cette décennie critique qu'évoquent les scientifiques et qui est une réalité. Merci beaucoup Isabelle Flamand. On se retrouve dans un instant pour évoquer le rôle du département dans la crise sanitaire. À tout de suite. France Bleu La Rochelle. Balade accompagnée. Marie-Lou Richet. Balade accompagnée, le dimanche, 11h midi, partez à la rencontre d'une femme, d'un homme, à la découverte de son univers. Balade radiophonique dans ses pas, au gré de ses souvenirs, ses amitiés, des lieux qui comptent, qui ont marqué dans sa vie. Balade accompagnée le dimanche, 11h midi, sur France Bleu La Rochelle. Vous venez avec nous ? France Bleu aime le cinéma. Tranquille, tous les deux. Et si votre mère venait habiter chez vous ? Chérie, c'est ta maman. Josiane Balasco, Mathilde Seigné, Jérôme Commandeur. C'est des serviettes en papier. T'as pas de vraies serviettes ? Après, retour chez ma mère. Ça fait 2 heures qu'elle est là, j'ai l'impression que ça fait 6 mois. Un tour chez ma fille, la nouvelle comédie d'Éric Lavenne, actuellement au cinéma. La bande-annonce sur francebleu.fr. Avoir ta maman à la maison, ça va te faire des vacances. France Bleu, spécial élection départementale. Et retour dans notre débat autour de la table, Véronique Ablin-Drapron pour la droite et le centre droit, Karine Dupraz pour la liste de gauche soutenue par le PS, Isabelle Flamand pour le groupe porté par les écologistes et Génération, Véronique Ablin-Drapron pour la droite et le centre, je crois que je l'ai déjà dit, Séverine Verbroek pour le Rassemblement National et pour m'accompagner, Thomas Mandkowski de Sud-Ouest. On évoque maintenant la crise du Covid. Quel doit être le rôle du département ? D'abord, j'imagine, accompagner les personnes dans la difficulté, Véronique Ablin-Drapron. D'abord, il faut souligner qu'il y a une gestion d'urgence exemplaire. Un masque pour tous très rapidement, un masque lavable 50 fois pour les 30 000 collégiens du département, une prime aux aides à domicile avant même que l'État ne la déclenche. Deuxièmement, des réponses à plus long terme sur les conséquences de la crise. 750 000 € pour les étudiants, 5 millions d'euros pour le plan santé, 1 million d'euros en plus pour les associations, un fonds de soutien pour le logement, pour les établissements médico-sociaux, donc vraiment une réponse complète. Et puis le RSA qui a un petit peu explosé aussi, une augmentation RSA, de 10%. Bien sûr, on a fait face. Le troisième volet, c'est l'investissement, encore une fois. Quand on investit 10 millions d'euros, ça a été annoncé dans une caserne à Saintes, c'est forcément sur du long terme une bonne chose. Quand on met sur la fibre 11 millions d'euros et donc c'est 80 000 heures de formation, c'est forcément un point positif pour la solidarité à long terme et gérer la crise sociale. Le plan maison de santé, qui est vraiment un aspect important, tant sur les téléconsultations que sur la venue de médecins. Donc vraiment une réponse complète sur le sujet sanitaire. Séverine Verbroek, comment vous jugez, vous, justement, cette gestion du Covid par le département ? Oui, écoutez, je pense qu'on ne peut guère critiquer cette gestion à la fois par le département et les communes qui ont fourni un travail formidable dans cette crise, puisque l'État, lui, a été fortement déficient. Et heureusement que les collectivités ont pris le relais. Il y a pourtant eu le quoi qu'il en coûte. Oui, mais enfin, le quoi qu'il en coûte, on s'est retrouvé sans masque, on s'est retrouvé sans vaccin, on s'est retrouvé bien avant sans test. Enfin bref, ça a été un peu le bazar. Heureusement que les collectivités locales, les communes ont amorti le choc. Le petit reproche que j'aurais à faire, le gros reproche que j'aurais à faire, c'est le manque de clarté, d'accessibilité, d'ouverture aux nombreuses aides que les collectivités ont proposées. De nombreuses personnes n'y ont pas eu accès, ne les ont pas demandées parce que tout simplement elles n'ont pas été informées et c'était trop compliqué pour elles de remplir les conditions pour matcher et pouvoir obtenir ces aides. Merci beaucoup. Thomas Mandkowski. Non, justement, là, sur l'aide aux étudiants, je crois me souvenir que la gauche avait trouvé le plan plus que tardif. C'était le cas, Karine Dupraz ? Oui, en effet, dès le mois de décembre, face à la gravité de la situation, nous avions en effet proposé une motion et demandé à ce que le département de Charente-Maritime expérimente, comme ça peut se faire dans d'autres départements, une allocation pour les jeunes. C'est-à-dire qu'en effet, là encore une fois, certains de nos conseillers départementaux ont travaillé au comité de pilotage pour cette aide pour les étudiants,
Mais il n'y a pas que les étudiants qui ont été en difficulté. Nous, on parlait des jeunes. Moi, je reviens, il y a quand même 1 jeune sur 5 en Charente-Maritime qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et donc, nous avions proposé cette aide qui a été, en fait, cette motion a été rejetée, au nom notamment que l'on n'était pas dans de l'assistanat. Il nous semblait que dans cette période assez compliquée, nous n'étions là, on était dans la première compétence du département. On parle de crise Covid, j'ai envie de dire, à chacun sa compétence. L'État était là pour les questions de santé, la région était là pour les questions d'assistance économique, et le département se devait d'être là, et il doit être là, et je pense que dans les mois à venir, il va être encore davantage présent pour être en soutien à ces jeunes, mais aussi aux personnes, je pense notamment à des restaurateurs, des commerçants qui connaissent une situation compliquée, pour leur venir en aide à un moment où les inégalités sociales sont en train de se creuser en France, mais aussi en Charente-Maritime. D'un mot, Karine Dupraz, est-ce que c'est important que la part d'investissement du département augmente ? Mais alors, l'investissement en quoi ? C'est toute la question. Pour soutenir l'économie. C'est-à-dire, pour soutenir l'économie, bien sûr, mais là, on pourrait aborder un autre problème, c'est qu'à l'heure actuelle, pour soutenir une économie, notamment une économie locale, on voit bien qu'on a un certain nombre d'entreprises qui, outre la difficulté d'être approvisionnées en matières premières, se trouvent confrontées à un problème de taille majeure, qui est le manque de main-d'œuvre. Ça peut paraître paradoxal, mais le manque de main-d'œuvre, et là, on rejoint un autre problème, qui est le problème de la formation des jeunes, mais là, on est aussi sur une compétence plutôt plus régionale. Il reste à vous entendre, vous, sur ce bilan Covid et puis les perspectives de cette crise sanitaire. Isabelle Flamand. Alors, effectivement, moi, je voulais revenir sur le plan étudiant. On est d'accord que ce plan étudiant, il a été opérationnel à partir du 1er mars 2021, soit 1 an après le début de la crise Covid. Entre-temps, beaucoup d'étudiants avaient décroché. Et puis, de quelle aide d'urgence parle-t-on ? 750 000 €, effectivement, pour 14 500 étudiants. La majorité parle elle-même d'un coup de pouce sur le site. C'est une aide ponctuelle de 400 €. Et effectivement, je rejoins Karine Dupraz, on est bien en deçà de ce qui... des attendus et de la difficulté qu'ont rencontré tous ces jeunes. J'ai comparé le budget primitif 2021 qui a été voté en avril avec ce qui avait pu être fait précédemment, et j'ai été très étonnée de voir une stagnation de l'aide aux personnes âgées. On pourra en revenir sur la partie sur l'action sociale, une part du RSA aussi qui est en légère diminution. Et puis par contre, dans un contexte de crise sanitaire et sociale, on voit qu'il y a eu une provision budgétaire supplémentaire de 27 millions € pour la voirie et seulement 9 millions € pour le social. Donc il y a un problème de priorité. Un problème de priorité, et encore une fois, la compétence première du département, je crois qu'on va le redire, c'est la solidarité et la cohésion territoriale. Véronique Ablin-Draprand, voulez-vous répondre brièvement, s'il vous plaît ? Oui, d'abord, quand on fait de la voirie, c'est pas que pour la voirie. On a des clauses sociales systématiquement dans tous les marchés, donc c'est pas que pour la voirie. Sur le plan étudiant, faut pas penser que les 750 000 €, ils sont en soi. Ils sont en plus de tout ce qui est mobilisé sur les aides sociales habituelles pour les jeunes. Donc le fonds logement, il a été beaucoup mobilisé pour nos jeunes. Bref, toutes les aides sociales ont été mobilisées aussi pour les jeunes pendant cette période. C'est en plus. Réaction également de Séverine Verbroek pour le Rassemblement national. Juste un petit complément. Je parle de certains oubliés. Ce sont les jeunes étudiants qui sont non boursiers et qui, dans cette situation, se sont retrouvés dépourvus de toute aide. Ils sont passés à travers les mailles de tous les filets, de toutes les mesures sociales. Je peux vous le dire parce que j'en suis personnellement touchée, voilà, témoin. Et donc je pense qu'il est aussi important de développer une aide en ce sens, en fait, une subvention. Ok, merci pour cette précision. On était sur le thème du social. Eh bien, on y reste. C'est donc l'une des missions clés du département. On rappelle quelques chiffres. 410 millions €, c'est le budget de l'action sociale sur le gros milliard de budget du département. En gros, la moitié des dépenses de fonctionnement. Et on va parler avec vous, Thomas Mankowski de Sud-Ouest, des déserts médicaux. Oui, puisque la Charente-Maritime voit grandir ce problème majeur. Au cours de la dernière décennie, alors que le département a vu grandir et vieillir sa population, le nombre de généralistes n'a lui cessé de baisser. Des situations de grande fragilité se sont observées dans les cantons de l'Est et du Sud du département. On prend celui de Montguillon. 70% des médecins ont plus de 60 ans. La densité est seulement de 6 médecins pour 10 000 habitants. Cet hiver, le département a voté à l'unanimité un plan santé de 5 millions €. C'est très bien. Il est certes incitatif, mais justement, il n'est qu'incitatif. Karine Dupraz, au moment de voter ce plan, n'aviez-vous pas l'impression d'apposer un cataplasme sur une jambe de bois ?
Alors en effet, on a voté ce plan santé, mais il nous semblait, comme on disait, il y a des trous dans la raquette, et notamment par rapport à la question des déserts médicaux. C'est pour cela que nous avions proposé, et nous continuons de proposer l'idée d'une maison départementale de la santé, parce que nous restons persuadés, comme ça peut se faire en Saône-et-Loire, que l'on peut faire coexister, à côté de la médecine libérale, que nous continuons en effet de soutenir dans les différents projets, que ce soit les maisons de santé, que ce soit notamment l'aide à l'installation des internes, on peut faire coexister une médecine libérale et une médecine salariée. Voilà, c'est quoi ce projet de santé, départemental de santé, la maison de santé? Ce projet, c'est en définitive créer des antennes, pas forcément fixes, mais mobiles, pour permettre notamment aux cantons qui sont, notamment les cantons ruraux, qui ont un vrai problème de désertification médicale, d'avoir accès à un médecin, d'autant que cela répond à une demande de jeunes médecins qui souhaitent, en effet, pour différentes raisons, plus se tourner vers une médecine salariée qu'une médecine libérale. Isabelle Flamand, vous êtes déjà intervenue sur ce sujet un petit peu en amont dans ce débat. Le privé c'est mal, le public c'est bien? Absolument pas, ça peut tout à fait coexister, ça ne s'oppose pas. Le département, avec sa compétence principale qui est la solidarité, doit penser à ceux pour lesquels l'accès à la santé est le plus compliqué, parce que désert médical, mais aussi parce que manque de moyens. Les centres de santé sont, comme Karine l'expliquait, un système où les médecins sont salariés et où il y a aussi une prise en charge du tiers payant, ce qui fait que ça réduit les frais de consultation. Actuellement, dans le département, il y en a 2. Alors que les maisons de santé se multiplient. Donc sur le canton de Rochefort, une est actuellement en travaux et c'est très bien, ça permet d'élargir l'offre de médecins libéraux. Mais de travailler en équipe aussi, ils aiment ça les libéraux. Tout à fait, c'est complémentaire. Mais là, nous pensons aux plus fragiles et effectivement, les possibilités de bus mobiles pour accéder aux soins dans les parties les plus reculées de notre territoire, pour ne pas oublier les territoires ruraux. Mais il ne faut pas penser que les déserts médicaux sont uniquement dans ces espaces ruraux. Rochefort manque cruellement de médecins et ça va s'aggraver avec le départ à la retraite de nombreux médecins dans la décennie à venir. Donc c'est vraiment un enjeu, la santé sur notre territoire, qui est très important. Thomas Mankowski. Royan aussi souffre de cette situation. Du côté de la Tremblade où vous êtes candidate, Madame Verbroek, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, la Tremblade et Oléron, sur laquelle je vis et exerce, il est complètement inadmissible de devoir attendre 6 mois, voire plus, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, chez un dentiste, même en condition d'urgence. Donc je suis également favorable à la création de maisons de santé avec des médecins salariés, effectivement. Il faut en passer par là. En plus, ça correspond à une évolution de société. Les médecins ont envie aussi parfois du salarié. Je pense que c'est nécessaire, mais en même temps, on rejoint le problème de désenclavement du territoire. Et il est important, effectivement, de rendre notre territoire attractif pour inciter les jeunes médecins à venir s'y installer. On rejoint le problème de voirie, d'aménagement. La réalité aussi, c'est que c'est beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. C'est quelques installations à la clé. Tout à fait, mais ce sont vraiment des résultats qui sont attendus et qui sont nécessaires, parce que la situation devient catastrophique. Isabelle Flamand, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est d'un mot. C'était juste une précision de vocabulaire. Les centres de santé départementaux que nous soutenons sont les structures justement où les médecins sont salariés, tandis que la maison de santé, c'est un regroupement de libéraux. Ah d'accord, donc effectivement, vous n'êtes pas tous d'accord sur la taxonomie. Non, mais maison départementale, oui, on l'entend. Voilà. Très bien. Véronique Ablin-Drapron, vous voulez aussi ajouter quelque chose rapidement? Je voudrais répondre en fait sur d'abord le volet centre de santé. En fait, dans le plan santé, il y a la possibilité de soutenir les centres de santé salariés. En fait, on a vraiment tout pris en compte. Les téléconsultations, l'accueil du conjoint ou de la conjointe, l'accueil maison de santé, enfin, le financement maison de santé, les bourses à l'installation. C'est un plan global. Au-delà de ça, c'est pas une fin en soi, parce que justement, on travaille l'attractivité. C'est comme ça qu'on fera venir des médecins. C'est en donnant envie de venir dans le département. Et ça se travaille comment? Par exemple, avec le plan patrimoine, 55 millions d'euros pour aider dans nos communes l'ensemble de rénovation de patrimoine. C'est le plan collège. 18 millions d'euros encore cette année sur les collèges. C'est comme ça qu'on fera venir des médecins. C'est pas autrement. Enfin, le département aujourd'hui, le taux de l'âge moyen des médecins est
en dessous de la moyenne nationale. Et on a déjà fait venir près d'une vingtaine de médecins avec les mesures qui avaient été faites avant le plan de santé. Là, c'est juste un renfort. Mais il y a déjà eu des mesures. Oui, mais le problème, ces mesures sont bonnes, mais elles sont insuffisantes. On le voit bien, puisqu'on le vit au quotidien. Après, c'est une dans catastrophe. quelle mesure, effectivement, le département a véritablement les moyens d'agir? Il n'est pas nécessairement à la manœuvre, enfin, ou en tout cas, il n'a pas toutes les clés. On prend le plan santé qui, justement, propose une assistance aux conjoints, mais quand on regarde en détail ce plan, ça consiste à prévoir un accompagnement par une personne ressource du Pôle emploi. C'est-à-dire, on demande à quelqu'un de Pôle emploi de se soucier des conjoints de médecins. C'est pas ça qui va permettre d'attirer, de régler le problème. Il n'y a pas seulement ça. Il y a un soutien aux collectivités. Il y a un soutien aux collectivités. Par exemple, Saintes, on travaille avec le département pour ça, pour avoir des personnes référentes pour faciliter l'installation, les inscriptions à la crèche. Donc ça, c'est pris en charge. Après, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que ça, c'est le résultat d'un numerus clausus, c'est-à-dire d'un nombre de médecins limité qui a été ouvert en 2008. Donc on va avoir à un moment les résultats de cette ouverture. Donc il y a ça à prendre en compte aussi. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite de ce débat des départementales en Charente-Maritime. Faut-il un RSA pour les jeunes? Faut-il en faire plus pour le maintien à domicile des personnes âgées? On va poser la question à nos 4 candidates. Salut, c'est Alexandre Vaux. Avec Nadia Ben Mokhtar, on vous commande tous les matchs des Bleus pendant l'Euro à vivre en intégralité sur France Bleu et sur votre enceinte connectée en 10 ans pour écouter le direct. Alexa, mets le match. Et si vous avez manqué le match, pas de panique, dites Alexa, mets le résumé du match de la France. Et vous réentendrez les grands moments du match. Tous ensemble derrière les Bleus sur France Bleu et sur Alexa jusqu'à la finale le 11 juillet. France Bleu, même sur Alexa, 100% supporter des Bleus. Bonjour monsieur, vous connaissez les Dizzygotes? Ah oui, j'adore tout ce que vous faites, j'ai acheté tous vos disques. Ouais, non, c'est pas nous monsieur, non mais c'est pas grave, tant pis. Bonjour madame, vous connaissez les Dizzygotes? Le Digicode, oui tout à fait, 3112 pour rentrer dans mon appartement. Je ne l'oublie pas, je suis âgé, mais j'ai quand même la mémoire de mon code pour rentrer chez moi. D'accord, c'est raté. Et ben voilà. Voilà. Super, les Dizzygotes. Les Dizzygotes. Sur France Bleu. France Bleu. 8h10. 8h10. 16h50. 16h50. Ça va, tu t'es pas foulé sur les textes? Non, pas trop. Ok. France Bleu, spécial élection départementale. Et retour à notre débat en Charente-Maritime avec nos 4 invités. Isabelle Flamand de Génération Alliée au Vert, Séverine Verbroek du RN, Véronique Ablin-Draperon pour la droite et le centre droit, Karine Dupraz pour la gauche départementale. À mes côtés pour vous interroger, Thomas Mankowski de Sud-Ouest. Les départements qui gèrent donc le RSA, c'est 100 millions d'euros pour la Charente-Maritime, dépenses en hausse de 10% sur l'année écoulée du fait de la crise Covid. Le RSA interdit pour l'instant au moins aux 18-25 ans. Alors faut-il y remédier, Isabelle Flamand? Alors effectivement, les jeunes ont été particulièrement touchés par la crise Covid. La jeunesse s'est particulièrement exposée. Un jeune sur 4 dans notre département est au chômage, 1 sur 5 est considéré comme pauvre et cette situation n'est pas acceptable. Nous proposons, donc les candidats écologiques et solidaires proposent un revenu de solidarité jeune. Nous avons pris contact... C'est de l'argent pour rester à la maison ou pas? Non, surtout pas. Nous avons pris contact avec des élus de la métropole de Lyon qui l'expérimentent depuis cette année. L'idée, c'est de cibler un public en grande précarité, sans emploi, hors formation, tous ces jeunes qui ont moins de 25 ans, donc ils n'ont pas accès au RSA, ils ne peuvent pas justifier de 2 années d'activité professionnelle, ils échappent au RSA jeune actif, et ils ne sont pas étudiants, donc ils n'ont pas les aides du Crous. Donc le RSA jeune, tel que nous le concevons, s'appuierait sur 3 piliers. D'abord une aide allant jusqu'à 400 € par mois, et là à Lyon, les nombres de bénéficiaires prévus, pour avoir un exemple concret, est de 2000 jeunes, quand la population est le double de celle de notre département, avec un budget total de 10 millions d'euros. Alors c'est largement finançable en Charente-Maritime. On évoquait l'augmentation des droits de mutation du fait de l'attractivité de notre territoire. Ça représente moins de 1% en fait du budget de la métropole de Lyon, donc on est sur des choses tout à fait réalistes. Et puis évidemment un accompagnement du jeune, puisque ce jeune, il faut lui permettre de reprendre une formation qualifiante, de reprendre une logique d'insertion durable professionnelle. Il s'agit bien évidemment de l'accompagner. Et puis 3e point, il faut répondre aux situations d'urgence, le logement, la santé, la mobilité. Et alors à ceux qui nous diront qu'effectivement les jeunes, il faut bosser, et si on commence à leur donner de l'argent avant même qu'ils travaillent,
on va fabriquer de l'assistanat. Moi, je vous réponds, comment trouver du travail quand on n'a pas de voiture, quand on n'a pas le permis, quand la première préoccupation, c'est celle de manger, se loger et de se soigner. On parle de cette urgence-là. C'est une aide Thomas temporaire Mandkowski. pour les aider à En retrouver de la Charente-Maritime, dignité. ça concernerait combien de jeunes? Vous l'avez estimé? Oui, alors on pense effectivement, c'est pour ça qu'on a contacté les élus de Lyon pour avoir une estimation. On pense qu'on est sur un panel de jeunes. Alors c'est forcément difficile puisque eux-mêmes nous ont dit qu'ils avaient eu une grande difficulté à les estimer. On est sur plusieurs centaines de jeunes. C'est un chiffre qui n'est pas forcément très exact. Et à Lyon aussi, ils ont des difficultés. Ils s'appuient sur les missions locales et les structures associatives pour déjà détecter ces populations invisibles qui échappent au radar. Karine Dupraz, vous avez déjà défendu une position un petit peu similaire avec une allocation pour les jeunes, mais on voudrait vous entendre si c'est possible sur une grosse mission, une autre grosse mission du département, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Qu'est-ce qui n'a pas été assez loin jusque-là? Alors, qu'est-ce qui n'a pas été loin? C'est justement la question de la prise en charge du coût horaire. Il faut savoir donc que les organismes publics, privés, des services d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, pris en charge par le département à hauteur de 23 € de l'heure, alors que l'heure, c'est 25 € le coût. Donc nous, ce que l'on a demandé depuis plusieurs années, c'est que les 25 € soient pris totalement en charge. Et c'est ce que l'on propose, puisque l'on voit bien qu'on est dans un département qui est vieillissant. On a vu au cours de la mandature, on a pris 4 points. On est désormais à 36% de la population de Charente-Maritime qui a plus de 65 ans. On est certes un département attractif, mais on attire notamment des personnes âgées, des seniors. Et il arrive à un moment où on a des EHPAD, mais les EHPAD, de toute façon, le modèle est à revoir. C'est extrêmement coûteux, puis ça ne correspond pas forcément à l'attente des personnes âgées. Donc, on se doit d'être présent pour assurer ce maintien à domicile, soutenir ces services. On a bien vu leur importance durant la crise Covid. Et puis derrière, alors il y a certes à l'heure actuelle le projet de réforme de la ministre Bourguignon pour revaloriser cette filière, parce qu'on manque là encore aussi de personnes qui acceptent de faire ce métier, qui n'est pas suffisamment valorisé, qui est extrêmement pénible. Et pourtant, demain, c'est un vrai service à la personne. On parlait tout à l'heure de voirie, de macadam, de fibre optique. Mais à quoi bon le macadam, la fibre optique, si la petite grand-mère qui habite au fond de sa campagne n'a personne pour venir l'aider ou n'a pas d'heure suffisante? Alors voilà, Véronica Blin-Draperon, 2 sujets. Le RSA jeune, l'aide en faveur du maintien à domicile. Qu'est-ce que vous répondez à nos 2 candidates de gauche? Alors sur le RSA jeune, d'abord, rappelez qu'il y a quand même beaucoup de choses de faites par le département aujourd'hui, notamment pour prévenir les ruptures de parcours, parce que c'est le premier point, c'est que, par exemple, la plateforme de mise en relation stage 3e aide à ce que les jeunes trouvent leur voie, et c'est le meilleur moyen pour que derrière, ils trouvent un métier. Il faut un diplôme. Voilà, pas forcément, mais au moins une formation qui les qualifie. Deuxième volet, sur l'accompagnement. Je vous rappelle juste que l'État va élargir la garantie jeune très prochainement. Donc notre idée avec l'équipe départementale, c'est vraiment de mettre le paquet sur l'accompagnement lié à la garantie jeune. Il y a déjà des partenariats avec les missions locales pour des parrainages de jeunes, avec les centres sociaux. On va accentuer ça. Avec peut-être une médiation sociale. Le département, par exemple, sur un certain nombre de territoires, veut s'engager là-dessus pour aller justement détecter au plus près, et pas seulement les jeunes qui poussent la porte de la mission locale, mais ceux qui sont dans les halls d'immeubles, ceux qui ne franchiront pas cette voie-là. Moi, je suis conseillère en insertion à la base, c'est mon métier. Et ce que j'ai constaté, c'est que le premier frein à l'emploi des jeunes, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, la mobilité, c'est le trauma scolaire. C'est le trauma scolaire, le premier frein. Donc c'est d'avoir été en échec scolaire. C'est d'avoir un moment été en échec ou d'avoir vécu un ennui à l'école. Et c'est pour ça que l'accompagnement, il doit être très important. C'est la clé de voûte de tout. Donc, l'accompagnement dans le cadre de la garantie jeune, plus le service public insertion et emploi, on va être un des premiers départements à en bénéficier. Il faut mettre le paquet là-dessus. Alors, vous n'avez plus beaucoup de temps pour parler des vieux, du maintien à domicile. Non, mais que ce soit bien clair dans l'esprit de mes auditeurs, c'est une façon douce de les appeler. Hein. C'est pas du tout une critique. Maintien à domicile, on a fait beaucoup de choses pour le maintien à domicile avec une revalorisation de la prise en charge en 2017, des formations. Une aide aux structures pour la flotte auto, parce que les aides à domicile, elles vont avoir plus de facilité à exercer leur métier si elles ont une flotte auto et si elles ne dépendent pas de leur propre véhicule.
Et puis, on a aussi un gros investissement sur le logement social adapté, plus 345% ces dernières années de logements sociaux adaptés financés par le département. Et ça, c'est aussi une clé. On a aussi toute la politique de transport adapté avec les taxis-mouettes. Et puis enfin, sur le numérique, pardon, mais il n'y a pas que la fibre, on a un vrai plan de médiation numérique avec des médiateurs numériques. On a ouvert les collèges. Nous, on a, par exemple, sur Saintes, mais ça a été le cas aussi sur La Rochelle, ouvert des collèges pour accueillir des seniors qui n'étaient pas à l'aise avec l'informatique. Et il y a des médiateurs numériques qui étaient là pour les y aider. Merci beaucoup. Séverine Verbroek, sur ce sujet social, on ne vous a pas encore entendu pour le Rassemblement national. C'est peut-être l'occasion de parler des dépenses à éviter, selon vous. Oui, alors vous voulez m'amener sur le terrain de l'enveloppe distribuée aux mineurs non accompagnés. Donc effectivement, je n'aurais pas immédiatement relié ce sujet à cette enveloppe. Au départ, je ne vous surprendrai pas, bien entendu, en disant que nous sommes contre un RSA généralisé, puisque nous sommes attachés justement à un principe de méritocratie. Donc pour vous, c'est impossible de ne pas tomber dans l'insistanat, pour faire simple. Disons qu'on préfère inciter les jeunes à retourner au travail et pour cela inciter les jeunes entreprises à s'installer sur nos cantons et dans nos territoires ruraux afin de lutter contre la fracture sociale. Donc effectivement, vous parliez de cette enveloppe distribuée par le département aux mineurs non accompagnés que nous souhaitons évidemment redistribuer puisque nous constatons que la plupart de ces mineurs ne sont pas mineurs, ne sont majeurs, donc ils n'ont rien à faire sur notre territoire, d'une part. Et quant à ceux qui sont mineurs, ils ne viennent pas de pays où ils sont en danger, de pays en guerre. Donc voilà, pour nous, c'est un dévoiement du droit d'asile. Combien ça coûte, à votre avis, les MNA en Charente-Maritime ? Il me semble que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est dans les 16 millions. Approximativement. 16 millions, alors, on a deux mains qui se lèvent, c'est deux mains à gauche. Si je peux terminer, pardon, oui, allez-y. Je voulais juste dire que donc, ça, c'est le résultat d'une politique de l'État, une politique immigrationniste. Donc, dans ce cas-là, c'est à l'État de le prendre en charge. Alors, très rapidement, le département là-dessus. Karine Dupraz, Isabelle Flamand, choisissez. Alors, comme je vote, comme j'ai été présente, concernant les MNA, c'est pas 16 millions, c'est seulement 0,8% d'un budget d'1 milliard. Voilà, c'est cela, c'est la réalité. Donc c'est quoi, 8 millions alors du coup 8 millions 4. Bon, et que dire, voilà, pas fait le même calcul, voilà. C'est 50 000 euros. Pourquoi c'est vos départements de payer ? Madame Verbroek, ça n'a aucun sens. Madame Verbroek, d'où tenez-vous ce chiffre de 50 000 euros ? Ce sont les chiffres nationaux, effectivement. Non, pardon, juste, c'est très important d'être précis sur ces chiffres parce que ça fait partie du débat depuis quelques jours. Et effectivement, ce chiffre apparaît dans un rapport de la sénatrice Isabelle Debré de mai 2010 qu'elle-même n'est pas capable d'expliquer. Et quand on regarde dans les détails, quand on commence à creuser dans les départements, la Mayenne, par exemple, elle avance un chiffre de 14 000 euros. L'ancien président de France Terre d'Asile, Pierre-Henri, lui évoque un coût inférieur à 33 000 euros, 50 000 euros. On ne sait pas d'où sort ce chiffre. Le chiffre que j'ai, moi, en connaissance, c'est que le coût est 250 euros par jour par migrant. Je voudrais juste entendre d'un mot, je voudrais juste entendre d'un mot Karine Dupraz pour expliquer pourquoi on finance ces mineurs non accompagnés. Et ces mineurs relèvent de la ZE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, et qu'à l'heure actuelle, en Charente-Maritime, il y a plus de 2000 jeunes qui sont pris, mais sur ces 2000 jeunes, c'est seulement 1 sur 5 qui est mineur non accompagné. Le reste de ce budget, il est consacré aux Charentais-Maritimes. Tant mieux, heureusement. C'est quand même un minimum. Allez, l'horloge tourne et la mer monte. On nous prévient un spectacle monté par un chercheur rochelais spécialiste du trait de côte. Le département s'est beaucoup investi, on l'a dit, dans la reconstruction des digues après la tempête Xynthia. Mais est-ce qu'on en fait assez pour limiter la casse en termes de climat ? On parle transition écologique, Thomas Mankowski, et on commence par un serpent de mer. Et oui, la 831, ce fameux projet de liaison rapide entre Rochefort et Fontenay-le-Comte en Vendée, qui permettrait notamment de contourner Maran, voilà, ce qui est devenu le serpent de mer de la Charente-Maritime. Véronique Ablin-Draperon, vous qui représentez la majorité, est-ce qu'il ne faut pas faire le deuil de ce projet ? Accepter que le train est raté, qu'il ne passera plus jamais, parce que de toute façon, l'époque n'est plus à faire des 2 fois 2 voies.
Alors aujourd'hui, on a envisagé toutes les possibilités. Le département s'est vraiment organisé pour ça, que ce soit la 831 ou la déviation. On a mis 5 millions d'euros de côté, on a gelé les emprises foncières. Donc le département, il a fait le job. Et il a fait le job même encore plus que Maran, il a fait le job sur l'ensemble de ses routes. On sécurise les passages à niveau. Ça, c'est quand même chaque année l'objet de drame en Charente-Maritime. Par exemple, la ligne Niort La Rochelle est complètement sécurisée en passage à niveau. On améliore nos traversées de village pour sécuriser aussi. Ça a été le cas, par exemple, à Gémozac, ça sera le cas à Meursac. On fait les entrées de ville à Royan. Donc, on fait le job sur les routes. Après, sur la question de Maran, aujourd'hui, tout est dans les mains de l'État. Karine Dupraz, vous qui êtes candidate sur ce canton de Maran, qu'on fait quoi maintenant pour obtenir cette déviation qu'on nous a toujours dit couplée au projet Rochefort-Fontenay-le-Comte ? Alors, nous, on reste sur notre position et on n'y croit plus du tout à la 831. Alors, déviation, non, pas de déviation. Un contournement court par l'est de Maran. Et puis, au-delà de Maran, c'est plutôt travailler sur l'entrée nord de la Charente-Maritime, puisqu'il n'y a pas que Maran. Il y a aussi la question du pont du Brau, il y a la question de Bourg-Chapon, qui commence là aussi à être saturé par le trafic. Et donc, il y a la question des Vendéens. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse courte. C'est vrai que l'horloge tourne. Séverine Verbroek, quand on vous parle d'écologie, vous pensez souvent en premier aux éoliennes. Oui, tout à fait. C'est un grand combat. Un combat que nous menons au Rassemblement national depuis des années déjà. Nous n'avons pas attendu ces échéances pour en parler. Donc notre position à nous déjà pour commencer, c'est que nous sommes contre et que nous serons toujours contre. Ce que nous reprochons actuellement, c'est aux candidats en lice de ne pas vouloir se positionner la plupart du temps ou d'avoir changé d'avis entre-temps, entre le premier projet, alors je vous parle du projet éolien en mer. Voilà, au large de l'Héron, pour lesquels tout le monde au départ, tous les élus locaux étaient soi-disant d'accord. Et évolution du projet ou pas, aujourd'hui, ils sont tous en train de revenir en arrière sans le déclarer. Ce qu'ils auraient pu faire il y a une quinzaine de jours, lors de la visite de Madame Pompili, pourquoi les élus locaux n'ont pas dit à ce moment-là, finalement, on n'est plus d'accord, on a changé d'avis. Peut-être que l'arrivée des élections y est pour quelque chose aussi. Donc c'est un grand reproche. Je voudrais juste terminer en disant que c'est une aberration écologique, nous le savons tous maintenant, économique particulièrement pour nos pêcheurs, pour la pêche côtière, nos pêcheurs de la Cotinière. Et donc je tiens vraiment à leur apporter tout notre soutien. Ils savent qu'on lutte à côté d'eux et j'espère que ce projet ne verra pas le jour. Merci beaucoup. Isabelle Flamand, les éoliennes en mer, c'est un dossier encore mouvant. Parlons des éoliennes à terre. Vous les défendez, vous ? Alors d'abord un constat, c'est qu'il faut tendre vers la neutralité carbone, il faut participer à la limitation du réchauffement climatique, les scientifiques sont unanimes. Clairement, le département doit coordonner les actions des différentes collectivités publiques. Donc les candidats écologiques et solidaires proposent un conseil scientifique, citoyen et économique. Parce que sur cette grande question... C'est quoi ce machin ? Eh bien, il faut forcément mettre autour de la table à la fois des scientifiques, et également des acteurs économiques locaux et les citoyens. On ne peut pas mener ces grands projets sans accompagner les populations. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tout un chacun pourrait être actionnaire de ces éoliennes ou d'autres formes d'énergie ? Pourquoi pas des systèmes de coopératives ? En tous les cas, si c'est pour créer il faut un mix énergétique, mais il ne faut pas non plus opposer les populations, les usagers, et puis dénaturer les territoires, notamment les cantons ruraux. Donc c'est faux de dire qu'en gros, les écolos sont pro-éoliennes à fond ? Pas forcément. Nous, on ne veut pas construire des choses en désaccord avec les populations. Des grands parcs éoliens industriels, des grandes fermes solaires qui déforestent, non. Il faut s'appuyer sur l'artisanat local, sur les entreprises locales. L'éolienne artisanale, ça n'existe pas. Bien évidemment, mais il faut s'appuyer sur les grands projets industriels et notamment, effectivement, les éoliennes. Le problème, c'est la quantité de béton qui va être injectée dans le sol. Donc, le mix énergétique, mais pas en créant de nouvelles difficultés écologiques. Allez, on se retrouve d'un mot. Il n'y a pas que le béton, il n'y a pas que le béton, il y a aussi les câbles de tension, il y a aussi l'entretien des pales par projection de détergents par voie d'hélicoptère, donc ça va retomber dans l'eau. Enfin, il y a plein de problèmes. Donc ce que je constate, c'est qu'une fois de plus, vous avez une position ni, un peu entre deux, comme tous les élus actuellement. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière ligne droite de ce débat sur les départementales en Charente-Maritime avec une question: qui pour succéder à Dominique Bussereau ?
France Bleu, partenaire de la première édition des Journées nationales de l'agriculture. Les 18, 19 et 20 juin, 3 journées pour découvrir le patrimoine et le savoir-faire agricole avec celles et ceux qui font l'agriculture de demain. Au programme, des dégustations, des portes ouvertes, des visites guidées dans des fermes, des sites de production, de recherche ou d'enseignement. Les Journées nationales de l'agriculture, un événement France Bleu. Pour tout savoir, rendez-vous sur francebleu.fr. Pour tout connaître de l'actualité culturelle et artistique dans les Deux-Charentes, ne manquez pas l'agenda des sorties de France Bleu La Rochelle. Les concerts, le théâtre, les expositions, les spectacles humoristiques, les fêtes de plein air et le cinéma en Charente et Charente-Maritime, c'est tous les jours, samedi et dimanche compris, sur France Bleu La Rochelle et sur francebleu.fr. Quand vous écoutez ça, Classique rock. quand vous montez le son avec ça, Classique rock. ou quand vous remuez la tête sur ça, vous écoutez France Bleu. Classique rock. Classique rock. Classique rock. Chaque dimanche, dès 22h30. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. C'est fun, ça peps, ça redonne le moral. Sous le soleil, avec des amis. La musique de France Bleu, j'adore. France Bleu, spécial élection départementale. Allez, encore quelques minutes pour ce débat 100% féminin sur France Bleu en partenariat avec Sud-Ouest. Séverine Verbroek du RN, Isabelle Flamand de Génération Alliée au Vert, Karine Dupras pour la gauche départementale, Véronique Ablin-Draperon pour la droite et le centre droit. Véronique Ablin-Draperon, sur la transition écologique, qu'est-ce que vous proposez, vous ? En fait, les Verts nous proposent ce qui existe déjà, c'est-à-dire un pôle énergie renouvelable qui associe l'État, le département et les acteurs de terrain, y compris environnementaux, pour décider au cas par cas si les projets éoliens doivent être mis en place. Et c'est sous l'impulsion de Dominique Bussereau, alors même que ce n'était pas la compétence du département. Donc un département très volontariste sur ce sujet. Deuxième sujet, on a, en dehors du plan développement durable qui a été voté à une large majorité, on peut noter espace naturel sensible. Le département s'est impliqué très rapidement là-dessus. On est le 4e département en France à protéger les zones humides. Plan véloroute. On a été nommé premier prix de destination vélo par la Fédération française de cyclotourisme en 2017. Donc des choses très concrètes, Flow Vélo très prochainement, qui se développent encore. On a aussi les circuits courts, 56 porteurs de projets qui ont été soutenus pour des magasins de producteurs locaux, pour des ateliers de transformation. On a la plateforme AgriLocal 17 qui met en relation les producteurs et les consommateurs locaux. Donc un vrai travail très engagé sur la transition écologique de la part du département. Alors, Madame Dupras, Thomas Mankowski. Je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Non, en fait... Alors, déjà, le schéma départemental de développement durable, il n'a pas été voté. Il est en cours d'action et ça sera un des projets, des premiers même projets qui sera proposé aux futurs élus. Vous l'avez voté, Madame Dupras. Non. On parle avec toutes les fiches actions. Les fiches actions, elles sont en cours de discussion et elles seront proposées aux nouveaux élus. Pour en revenir, sur le pôle d'énergie renouvelable, on va quand même nuancer l'ambition. Et c'est vrai qu'en Charente-Maritime, mais partout en France, la vraie question qu'il faut en définitive se poser, c'est quelle énergie, une énergie publique, une énergie privée, ça c'est le vrai débat. C'est la question du mix énergétique et quelle est la part du nucléaire dans le mix énergétique. Et à partir de ce moment-là, on pourra en effet réfléchir sur la part des énergies renouvelables. Et puis, avant de produire, nous, ce qu'on en demande depuis très longtemps, ce que je dis très souvent au cours de l'Assemblée, et à chaque fois Lionel Quillet m'imite, la seule énergie vertueuse, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, il faut avant tout travailler, œuvrer à la réduction de la consommation d'énergie. Et ça passe notamment par une amélioration de l'habitat pour les particuliers en matière d'isolation. Et c'est aussi une façon de gagner du pouvoir d'achat. Et puis, pour en revenir, on parle beaucoup de production. Moi, j'aimerais qu'on parle de recyclage. Parce que les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pales notamment, les batteries, c'est bien beau, mais il y a un moment, qu'est-ce que l'on en fait ? Et je pense qu'en Charente-Maritime, on pourrait, avec les entreprises, les universités, créer ce qu'on appelle un cluster pour penser au recyclage et créer là aussi une filière. Une filière, c'est la région, Madame Dupras.
Non, mais on peut travailler en partenariat. Et dites-le à Monsieur Rousset pour les filles. Mais, je pense que j'espère bien pouvoir le dire à Rousset. Alors voilà, on fait de la pédagogie puisque c'est effectivement un double scrutin qui nous attend les 20 et 27 juin. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Charente-Maritime? On a 4 femmes autour de la table et on en profite. Karine Dupraz, la parité, elle a fait ses preuves au département sur le mandat écoulé. Ça a été la première expérience des binômes, un homme, une femme. Alors c'est vrai que c'était la première expérience. Il a fallu que les femmes prennent leur place dans une assemblée qui au départ était en effet très, très masculine, avec des habitudes de travail différentes de celles des hommes, ce que pointaient très souvent les techniciens du département, des femmes beaucoup plus pragmatiques dans l'opérationnel. Voilà. Et pour la suite, que peut espérer la gauche dans ce département ? Eh bien, la gauche, ce qu'elle ambitionne, c'est quelque part de dire la fin à 40 ans à peu près de droite et la gauche qui arrive donc au pouvoir avec donc ils m'ont désigné chef de file pour une action sociale forte et puis bien sûr une transition écologique, énergétique. Rapidement, Mankowski. Sachant que le groupe au cœur des solidarités est présent sur 13 cantons, ce qui ne permet pas d'atteindre la majorité. Il faut faire des alliances. Mais vous savez très bien que l'on discute avec un certain nombre de personnes dans d'autres cantons. Isabelle Flamand, justement, comment ça s'organise à gauche? Vous n'avez pas réussi à faire l'unité sur les 27 cantons. C'est la frustration, on peut se dire c'est mission impossible à partir de là pour gagner la présidence. Je répondrai plutôt la question. Sur 17 cantons, il y a une unique candidature de gauche. Et effectivement, nous avons Donc 17 cantons, c'est plus que la majorité. Exactement. Le collectif écologique et solidaire que je représente ici est présent sur 12 cantons. Nous nous positionnerons clairement à gauche, et ça sans ambiguïté. Après, j'ai envie de dire, laissons passer déjà les 2 tours. Et je crois que ce qui est important de rappeler ici, c'est l'importance d'aller voter, puisque le plus grand ennemi de ce scrutin et d'autres, c'est l'abstention. Donc il est important d'aller voter. En espérant que la fin du masque en extérieur et voilà la fin du couvre-feu donne un petit espoir. Tout à fait. J'ajouterais juste que l'écologie et la solidarité sont indissociables, et c'est en ça qu'on se rejoint effectivement au cœur des territoires. Véronique Ablin-Draperon, est-ce que le temps est venu pour qu'une femme prenne la présidence du département? On pense à Sylvie Marcilly, la Forazine, dans votre qui se trouve en course avec le rété Lionel Quillet. Alors moi d'abord je voudrais préciser que ça fait pas 40 ans que le département est à droite et au centre, puisqu'il a effectivement il est à droite et au centre, mais aussi avec des gens de gauche. Moi mon binôme c'est Philippe Callot, c'est un homme de gauche. Deuxième volet, ce qui se joue là vraiment, c'est le choix d'un collectif. Nous, à Saintes, il y a quelques mois, on a été touchés par de fortes inondations. On a été vraiment en première ligne aux côtés des gens qui étaient en détresse sur les madriers, avec le maire, avec l'équipe départementale. À nos côtés, il y avait le département. Et c'est parce qu'il a été bien géré qu'il a été efficace. Et c'est ce département-là qu'on propose pour demain. C'est un département qui est capable d'anticiper, d'innover et d'être au plus près de ses populations. Et d'un mot, Sylvie, c'est ça qu'on propose en fait. Sylvie Marcilly, oui, mais non. c'est un collectif. C'est pas la question, c'est un collectif. C'est vous qui allez conclure, Séverine Verbroek. Qu'est-ce que vous espérez vous pour ce scrutin en quelques secondes? Vous étiez présent au 2e tour dans 12 cantons la dernière fois. Vous espérez être présent partout et avoir quelques élus? Alors déjà, nous sommes présents partout sur tous les cantons, sur 26 cantons très exactement de Charente-Maritime. Sur 27 Sur 27. Tout à fait. Donc, si nous arrivons à prendre le département, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, le choix du président ou de la présidente, ce sera blanc bonnet ou bonnet blanc, puisque l'ensemble de droite, de gauche, comme je le disais tout à l'heure, tous nous ont menti, trahi et ont surtout échoué. Avoir des élus, ça serait déjà pas mal. Avoir des élus, ce serait très très bien, et j'encourage les électeurs à aller voter pour le seul parti d'alternative qui est le Rassemblement national, et surtout aller voter. Merci beaucoup, mesdames, pour ce débat 100% féminin de bonne tenue. Merci beaucoup Thomas Mankowski, et puis merci à vous de nous avoir écoutés, regardez sur l'antenne de France Bleu ou sur notre site, celui de notre partenaire Sud-Ouest. Merci beaucoup donc Thomas, et rendez-vous dimanche pour le premier tour des élections régionales et départementales.